Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. 2565 candidats martiniquais, 1814 pour la voie générale et 751 pour la voie technologique, ont passé hier l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat. Le Palais des Congrès de Madiana a accueilli ce jeudi 11 juin la 3e édition du Forum du Salon Marketcom. Les Journées européennes de l'archéologie se déroulent à partir d'aujourd'hui, vendredi 12 juin et jusqu'au dimanche 14 juin. Dans votre rubrique Votre avis compte, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Selon vous, est-il important de se marier avec l'être aimé ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « La supercherie imaginée par l'État ». La pensée du jour, personne ne vit dans le passé, personne ne vit dans le futur. Le présent est le temps de toute vie. Santé, les personnes qui prennent un traitement pour une insuffisance cardiaque ou une hypertension le savent bien. Il faut éviter la réglisse sous toutes ses formes, bonbons, boissons. En effet, la réglisse augmente la tension artérielle, la rétention d'eau et diminue les niveaux de potassium. La qualité de l'air est moyenne ce vendredi, il en sera de même demain. 2565 candidats martiniquais, 1814 pour la voie générale et 751 pour la voie technologique, ont passé hier, jeudi 11 juin, l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat. L'épreuve anticipée de mathématiques s'est quant à elle déroulée aujourd'hui, vendredi 12 juin, comme sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, l'inspectrice académique de mathématiques a procédé à l'ouverture des sujets au lycée Victor Schœlcher. Le nouveau code pénal nigérien prévoit des peines allant jusqu'à 20 ans de prison et 150 000 € d'amende pour homosexualité. Le Palais des Congrès de Madiana a donc accueilli ce jeudi 11 juin la 3e édition du Forum du Salon Marketcom. À l'heure où la communication est devenue un levier stratégique de développement, les entreprises, quelle que soit leur taille, ne peuvent plus faire l'impasse sur ces enjeux. Le Salon Marketcom a donc pour objectif de sensibiliser dirigeants, institutions et associations aux nouveaux défis du marketing, du digital et de l'intelligence artificielle. Au programme ce jeudi, conférences, rencontres, networking et un espace exposant. Un lieu de rencontre donc pour dirigeants d'entreprises, entrepreneurs, experts du marketing et de la communication, ainsi que pour de nombreux prestataires du secteur qui ont ainsi pu découvrir les dernières innovations, échanger entre pairs et développer leur réseau. Une occasion aussi pour les entreprises exposantes de se faire mieux connaître du public venu nombreux et de montrer leur savoir-faire. Rappelons que l'EFS, l'établissement français du sang, poursuit sa campagne de collecte à la Maison du Don à Dillon du lundi 15 au vendredi 19 juin de 10h30 à 17h. Les équipes seront également présentes à Sainte-Marie sur la place Clarissa-Jean-Philippe le dimanche 14 juin de 8h à 14h et à l'intérieur de la galerie du centre commercial Génipa à Ducos le lundi 15 juin de midi à 17h30. La Régie des transports de Martinique a dénoncé plusieurs actes de malveillance visant des bus du réseau Centre. Les dégradations constatées ces derniers jours perturbent le fonctionnement du service public de transport et mobilisent les forces de l'ordre. L'Australie a failli se retrouver à court de carburant au début de la guerre en Iran, malgré son statut de grand producteur de gaz naturel. Le pays ne disposait que de 30 jours de stock pétrolier alors que les règles internationales recommandent l'équivalent de 90 jours de consommation.
Le ministre du Commerce, Don Farrell, met en cause les précédents gouvernements qui n'avaient pas voulu investir les milliards nécessaires pour constituer ces réserves. Avec des stocks aussi faibles, le gouvernement a passé les 3 premiers mois du conflit à sécuriser en urgence l'approvisionnement en essence, diesel, kérosène et engrais pour les 28 millions d'habitants. Les premières semaines de blocage du détroit d'Ormuz ont provoqué des ruées vers les stations-service et des pénuries locales, notamment de diesel pour l'agriculture. Pour éviter une crise majeure, Canberra a mobilisé un dispositif public de financement permettant d'avancer de l'argent aux compagnies pétrolières afin qu'elles achètent du brut ou des produits raffinés partout où c'était possible. L'Australie étant très dépendante des approvisionnements du Golfe, comme d'autres pays d'Asie, elle a dû multiplier les arrangements. Un exemple marquant, livrer du gaz naturel liquéfié à Singapour, dont les raffineries ont besoin pour fonctionner, en échange de carburant raffiné produit sur place. Grâce à ces manœuvres, le gouvernement affirme avoir sécurisé des centaines de millions de litres de diesel et de kérosène, ainsi que d'importantes quantités d'engrais, ce qui a permis de remonter les stocks à environ 45 jours. En parallèle, cette tension sur les marchés internationaux a entraîné une forte augmentation des prix des carburants en Australie. Pour protéger le pouvoir d'achat, le gouvernement a choisi une mesure large et critiquée, une baisse de la taxe sur les carburants de 30 centimes, applicable à tous. Les collectifs d'usagers de l'eau de la CACEB se sont rendus ce vendredi matin au siège d'Odyssey, où ils ont obtenu une audience. Ils dénoncent les augmentations tarifaires et réclament une profonde modification de la politique de l'eau, avec une meilleure concertation entre les acteurs et une facturation plus équitable. La collectivité territoriale de Martinique finalise son adhésion en tant que membre associé de la CARICOM. L'étude économique présentée cette semaine souligne les opportunités commerciales, universitaires et diplomatiques qu'offre cette ouverture vers la Caraïbe. Les autorités locales espèrent une mise en œuvre effective dès le mois de juillet prochain. Dans son rapport sur l'évaluation de la politique du logement social, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques estime que les DROM sont en proie à une crise aiguë de l'habitat. Selon le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, l'accès au logement est altéré dans les DROM par plusieurs facteurs, des taux de pauvreté allant de 27% en Martinique à 77% à Mayotte, contre une moyenne de 14,5% pour l'Hexagone. Dans les DROM, 75% des ménages sont ainsi éligibles au logement locatif social, LLS, et 50% au logement locatif très social, LLTS, contre 71% et 25% en moyenne nationale. Le comité note également une diminution constante de la part des résidences principales, ainsi que des niveaux de loyer très élevés, avec par exemple un loyer privé médian hors charge de 16,20 € par mètre carré en Guyane, contre 17,70 € dans l'agglomération parisienne. Par ailleurs, dans les DROM, le taux de vacance des logements dans le parc privé est de 13% contre 8% en moyenne nationale. En conséquence, 84% de la population ultramarine considère les conditions d'habitat comme leur première préoccupation. Un problème aggravé par une surexposition aux effets du réchauffement climatique et par, ce sont les mots des rapporteurs, une dramatique prévalence de situations d'indécence ou d'insalubrité. Or, alors que la politique du logement social constitue une réponse indispensable pour garantir l'effectivité du droit au logement par la mise en œuvre des opérations de construction et de rénovation de logements sociaux dans les Outre-mer, on observe dans ces territoires une multiplication de freins administratifs, financiers ou techniques, ainsi que de nombreuses lacunes de la politique publique. Le conflit social qui perturbe la Poste depuis le 12 mai dernier entre dans une phase de sortie de crise après plusieurs semaines de blocage affectant le courrier et les colis dans de nombreuses communes. Une reprise progressive des activités est engagée.
Les discussions entre direction et syndicats se poursuivent sous médiation judiciaire. Le décès brutal du docteur Mehdi Jean Laurent suscite une vive émotion dans le monde médical martiniquais. Chef du service de chirurgie gynécologique et mammaire du CHU de Martinique, il était reconnu pour son engagement auprès des patientes et pour son action dans la lutte contre les cancers féminins. Toute l'équipe de KMT souhaite ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Les journées européennes de l'archéologie se déroulent à partir d'aujourd'hui, vendredi 12 juin, et jusqu'à ce dimanche 14 juin. L'objectif de ces journées européennes est de faire découvrir un monde que l'on connaît peu, l'archéologie. L'occasion de plonger pleinement dans l'histoire et dans les recherches actuelles. En Martinique, ces journées sont organisées par la Direction des Affaires culturelles en collaboration avec l'association Recherche, Valorisation, Patrimoine archéologique Martinique. Au programme, entre autres manifestations, ce vendredi 12 juin de 19h à 22h, conférence organisée par la mairie des Anses d'Arlet autour des découvertes archéologiques de l'Anse-Bellay à la Paillote du Bourg. Samedi 13 juin de 10h30 à 11h30, conférence d'Alexandre Coulot sur l'habitation Château-Gaillard aux Trois-Îlets. Toujours samedi 13 juin de 11h15 à 12h30, conférence scientifique sur la pharmacopée amérindienne et sur les sociétés précolombiennes de la Caraïbe au domaine Font-Saint-Jacques. Par ailleurs, le Centre de conservation et d'études archéologiques de la DAC propose des visites guidées des collections en présence d'une archéologue ce samedi 13 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le procès de l'homme accusé d'avoir assassiné son frère en juillet 2021 à Rivière-Pilote s'est ouvert devant la cour d'assises de la Martinique. Les premiers témoignages ont mis en lumière les tensions familiales qui avaient précédé le drame. Les débats doivent se poursuivre pendant plusieurs jours. Une enquête est en cours au Saint-Esprit après une fusillade survenue dans le quartier Morne-la-Valeur. 2 hommes ont été blessés lors d'une altercation nocturne. Un suspect a été interpellé, tandis qu'un autre est toujours recherché par les gendarmes. L'Inde a décidé de débloquer une aide exceptionnelle d'1 milliard de dollars pour soutenir ses compagnies aériennes face à l'explosion du prix du carburant aérien lié à la guerre au Moyen-Orient. Le conflit a provoqué la paralysie du détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour les hydrocarbures du Golfe, entraînant une forte augmentation des prix des carburants au niveau mondial. 3e importateur de pétrole au monde, l'Inde est particulièrement exposée. Le prix du kérosène pour avion y a plus que doublé depuis le mois de mars, passant d'environ 0,6 à 1,5 $. Face à cette flambée, Air India a déjà été contrainte de réduire le nombre de ses vols, tant sur le territoire national que vers l'international, ce qui menace la continuité des liaisons aériennes et la dynamique de croissance du secteur. Le plan annoncé par le gouvernement prend la forme d'avances remboursables sans intérêt accordées aux compagnies. L'objectif est de leur permettre d'absorber une partie de la hausse de la facture de kérosène et de maintenir les lignes intérieures et internationales. Le ministre du Pétrole insiste sur l'enjeu social et économique. Il s'agit de préserver les 7 700 000 emplois liés au secteur aérien indien, ainsi que les lourds investissements publics réalisés dans les infrastructures aéroportuaires. Dans l'aviation, le carburant représente à lui seul près de 40% des coûts des compagnies. Sans soutien public, l'augmentation brutale des prix aurait pu entraîner une vague de réduction de vols, des difficultés financières majeures, voire des faillites. Avec ce dispositif, New Delhi cherche donc à amortir le choc immédiat de la crise énergétique
tout en protégeant un secteur stratégique pour la mobilité, le tourisme et l'économie indienne. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Selon vous, est-il important de se marier avec l'être aimé ? Selon vous, est-il important de se marier avec l'être aimé? Parce qu'on peut s'aimer sans se marier. Et puis se marier, certes, mais il y a toujours des problèmes d'infidélité, je t'aime pas. Donc on peut vivre avec quelqu'un sans être marié. Oh oui, parce que j'ai 50 ans de mariage. Non, c'est pas une obligation. Bon, on peut vivre comme ça, hein. À partir du moment que les choses vont bien, c'est l'important. C'est important. C'est un aboutissement, quoi, en fait, hein. C'est en accord avec les deux. Et ça, c'est juste un petit plus. Le mariage, pour moi, devrait venir solidifier et concrétiser quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est-à-dire que on est ensemble depuis longtemps, on a fondé une famille depuis longtemps, etc. Et on se rend compte que c'est bien le chemin, on est sur le même chemin. Alors effectivement, on finit par se marier pour que on ait l'impression que tout ça soit bien cimenté. Voilà. Mais si tu veux que je vienne habiter avec toi, il faut qu'on soit mariés. C'est une pure folie et c'est une pure connerie en fait. Parce que on ne se connaît pas suffisamment, on n'a pas vécu suffisamment de choses ensemble pour être sûr. Vous savez, on a des exemples flagrants où des gens se sont mariés 6 mois après et déjà divorcés. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la question et je pense qu'effectivement, à tout prix être marié pour pouvoir montrer à l'être aimé qu'on l'aime, non, pas du tout. Selon vous, est-il important de se marier avec l'être aimé? C'est pas obligatoire, c'est pas important dans la mesure où il y a de l'entente comme si on était mariés, en fait. Bien sûr. Vous l'aimez, pourquoi ne pas partager sa vie avec lui? Où est le problème? Oh oui. Parce que on a déjà tellement partagé des choses ensemble, des hauts et des bas, et même avec ou sans mariage, ça va se poursuivre. Oui, pour moi, tout à fait, parce que je pense que si on se marie, c'est par amour. Donc, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend, qu'on puisse échanger convenablement et puis avoir des sentiments. Non pas seulement des sentiments, mais aussi des principes. Parce que si on n'a pas de principes, ben, parfois ça va pas tenir. Les gens souvent se marient par sentiments et parfois les sentiments ça part. Mais c'est quand on se base sur des principes de vie, de manière de vivre, respect l'un vis-à-vis de l'autre, mais le mariage peut tenir, selon moi. Oui, tout à fait. Il est très important de se marier avec l'être aimé. Ça fidélise le couple. Et se marier également religieusement, c'est encore mieux. Et puis, quand vous fondez une famille, vous avez vos enfants, vous formez une seule famille avec le même nom. Pour les enfants, c'est plus, comment dirais-je, plus représentatif. Voilà. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule « La supercherie imaginée par l'État ». L'expérience de plusieurs territoires autonomes à travers le monde invite à la prudence. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Porto Rico ou encore le Groenland montrent que l'autonomie ne garantit ni la prospérité économique ni la stabilité sociale. Dans bien des cas, elle demeure accompagnée d'une forte dépendance financière à l'égard de la puissance de rattachement. Plus encore, elle tend souvent à ouvrir un processus politique qui conduit progressivement à la revendication d'une souveraineté plus complète. Cette réalité oblige à dépasser les approches idéologiques qui ont longtemps structuré le débat public. La véritable question n'est plus de savoir
si l'on est favorable ou opposé à l'autonomie, elle est de déterminer comment construire les conditions économiques, sociales et institutionnelles permettant aux territoires antillais de disposer d'une réelle capacité de développement. Car sans autonomie économique, l'autonomie politique risque de demeurer une illusion. L'urgence est aujourd'hui ailleurs. Elle réside dans la nécessité de reconstruire les fondements mêmes de la société antillaise. La lutte contre l'insécurité et les trafics doit devenir une priorité absolue. Les réseaux criminels profitent de la fragilité sociale, du chômage des jeunes et de la situation géographique stratégique de la Caraïbe pour étendre leur influence. Cette criminalité organisée menace non seulement la sécurité des citoyens, mais également les perspectives de développement économique en décourageant les investissements et en affaiblissant la cohésion sociale. Parallèlement, l'explosion des fragilités familiales constitue un défi majeur. La progression des familles monoparentales, la crise de l'autorité, les difficultés éducatives et les phénomènes de décrochage scolaire alimentent un cercle vicieux dont les conséquences se répercutent sur plusieurs générations. Aucune stratégie de développement ne pourra réussir sans un investissement massif dans l'éducation, la formation professionnelle, l'accompagnement des familles et la valorisation du capital humain local. Sur le plan économique, le constat est tout aussi préoccupant. Les secteurs qui ont longtemps constitué les piliers de l'activité économique arrivent à maturité ou connaissent un déclin relatif. La révolution technologique en cours risque même d'accélérer cette tendance. L'intelligence artificielle, l'automatisation et la numérisation transformeront profondément les métiers administratifs et tertiaires qui représentent aujourd'hui une part importante de l'emploi local. Dans un contexte de décroissance relative de ressources publiques, il paraît illusoire d'espérer que les anciens modèles de développement puissent continuer à produire les mêmes résultats. Fin de citation. Vous l'avez compris, cela est la suite de la réflexion commencée hier de Jean-Marie Nolle sur l'autonomie. Mais face à ce choix de l'autonomie et à tous ces défis, il convient bien entendu de s'interroger sur le rôle que va jouer l'État. Jean-Marie Nolle répond longuement à cette question, mais une seule phrase nous paraît déterminante, citons-la. Cette stratégie devrait également s'accompagner d'une réforme institutionnelle progressive, plutôt qu'un basculement brutal vers l'autonomie prévue par l'article 74, de nombreux observateurs plaident pour une approche graduelle permettant de renforcer les compétences locales tout en maintenant les garanties économiques, sociales et financières de la République. Fin de citation. Les Anglais diraient « much ado about nothing » et les Français « beaucoup de bruit pour rien ». Quand nous voilà au point de départ. Avec l'autonomie, nous prenons le pouvoir, mais c'est la France qui paye. Tout en maintenant les garanties économiques, sociales et financières, c'est ça que cela veut dire. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas dans sa tradition à la France. À l'occasion d'un conflit avec elle, une ministre avait simplement tranché en disant à Claude Lise, alors président du Conseil général, c'est celui qui paye qui décide. Et tout ça parce que nous sommes tombés dans le piège tendu par l'État français depuis le début. Il faut en sortir, nous y viendrons lundi, si vous le voulez bien. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de rougeole. La rougeole est l'une des infections les plus contagieuses. Une personne malade peut en contaminer jusqu'à 20 autres si ces dernières ne sont pas vaccinées. Le virus se transmet par voie aérienne uniquement entre êtres humains et il reste actif plusieurs heures dans l'air d'une pièce fermée. La rougeole entraîne une immunodépression transitoire qui accroît la vulnérabilité aux autres infections pendant plusieurs semaines. Ce phénomène est connu sous le terme d'amnésie immunitaire. Lorsqu'elle touche des femmes enceintes, la rougeole peut être à l'origine de fausses couches ou de naissances prématurées, voire s'avérer mortelle pour la mère si elle intervient en fin de grossesse.
Or, la maladie est en progression dans le monde. En France, 873 cas ont été enregistrés en 2025 contre 15 cas en 2022, la grande majorité étant des personnes non ou mal vaccinées. Mais certaines personnes, nourrissons de moins de 12 mois, femmes enceintes ou personnes dont le système immunitaire est affaibli, les patients sous chimiothérapie, greffés d'organes ou porteurs de déficits immunitaires, ne peuvent pas bénéficier du vaccin alors même qu'elles sont particulièrement vulnérables à la rougeole et à ses complications qui peuvent être graves, voire mortelles. Parmi elles, la pneumonie. Elle survient dans 6% des cas environ et est responsable de 60% des décès dus à la rougeole. Un patient sur 1000 développe une inflammation cérébrale, 15% des personnes concernées en meurent et 40% en gardent des séquelles neurologiques, troubles cognitifs, problèmes de mouvement, épilepsie, troubles émotionnels et difficultés de langage. Certains malades immunodéprimés peuvent quant à eux être victimes d'encéphalite à inclusion. Le cerveau est alors directement infecté par le virus lui-même. Cette affection, dont les symptômes surviennent 3 à 6 mois après la maladie, est rare, mais mortelle. Une autre forme d'encéphalite peut survenir entre 4 et 10 ans après la rougeole. Elle se caractérise par une dégradation intellectuelle progressive, associée à des mouvements involontaires soudains, et elle est inéluctablement fatale. Il n'existe pas de traitement curatif spécifique pour les complications de la rougeole. Le seul moyen à notre disposition est la prévention par la vaccination qui confère une protection estimée à plus de 95% après les 2 doses. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan, Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Jean-Baptiste Adolphe Cassandra, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Anti sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et que Dieu garde la Martinique.